L'actualité de ce lundi, l'État verse dans une escroquerie foncière sous-tendue par des projets non révélés au public. Selon Ousmane Sonko, les 79 familles de Terme Sud ont été expulsées parce que l'État veut disposer du terrain pour le projet Zéro Bidonville. En plus de Terme Sud, l'État a ciblé Terme Nord et un autre quartier de Grand Dakar. Les détails dans cette édition. Recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime, arrestation à Saint-Louis d'une trentaine de candidats. Le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur fustige l'attitude criminelle des passeurs. À suivre notre large page consacrée à la réapparition du phénomène dans le pays. L'Association des clients et sociétaires des institutions financières dénonce une augmentation du coût des services de banque. Ses membres menacent de manifester prochainement devant la Banque centrale. En sport, football, les Lions vont tenter de relever la tête après la déroute de Rabat. Battu 3-1 par le Maroc, le Sénégal affrontera demain mardi la Mauritanie. Ce sera la 12e confrontation entre les deux pays avec un net avantage pour le Sénégal. L'enjeu, les clés du match, l'historique à suivre dans la page des sports en fin d'édition. Les 79 familles de Terme Sud expulsées sont victimes de la boulimie foncière de l'État du Sénégal. Selon Ousmane Sonko, les autorités ont voulu disposer du terrain pour les besoins du projet Zéro Bidonville. Autre révélation, l'État aurait mis en vente plusieurs immeubles en centre-ville, selon l'opposant. Personne n'ose vendre 1 centimètre ici sans que Macky Sall n'ait donné l'ordre. Tout ce qu'on vend comme terrain ou comme immeuble de l'État, c'est Macky Sall qui donne l'ordre. Personne ne l'ose, ni ministre, ni directeur général. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a jamais été sobre et vertueux dans la gouvernance. C'est pourquoi son slogan, la gestion sobre et gouvernance. Et le pire, on va prendre ces gens-là, on leur dit, attendez, dans le programme 100 000 logements. Quelqu'un qui avait prévu dans la phase 1 du PSE, 15 000 logements, qu'il n'a jamais livré. Aujourd'hui, il nous parle de 100 000 logements et vous voulez que ces gens-là aillent squatter des centres en attendant les hypothèques sans logement et qu'eux, ils viennent avec des hommes d'affaires pour aller construire des appartements à vendre là-bas. C'est ça ce qui se passe. Le leader de PASTEF a rendu visite auparavant à ces 79 familles expulsées de Terme Sud. Venons-en à la recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime. Je vous le disais en titre, les éléments de la compagnie de Saint-Louis ont arrêté 16 Sénégalais, 14 Guinéens et 5 Gambiens en partance pour l'Espagne. L'opération a été menée ce dimanche dans la langue de Barbarie et à la plage à côté de Zebrabar. Au total, 35 candidats à l'immigration clandestine, une pirogue de 25 mètres, 1060 litres de carburant et un moteur de 60 chevaux Yamaha ont été interceptés. Malgré ces tumultes en mer, le désir de partir est tout aussi fort. Le phénomène inquiète beaucoup à Saint-Louis. Ousseynou Diop, Habib Seck. Des centaines de jeunes tentent de regagner l'Europe par la Grande Bleue, une situation qui s'accélère de jour en jour au Sénégal. Pour les pêcheurs guindariens rencontrés, les jeunes sont désespérés à cause des multiples problèmes notés dans le pays. Les gens quittent le pays parce qu'il n'y a rien ici au Sénégal. C'est pourquoi ils optent pour l'immigration clandestine. Il faut dire la vérité. Là-bas, c'est mieux qu'ici. Les jeunes ne peuvent rien économiser ici au Sénégal. Nous, par exemple, après 8 mois de campagne, on se retrouve avec 0 francs. C'est pourquoi les jeunes ne peuvent plus rester au pays. C'est difficile de vivre au Sénégal. Partout, il y a des problèmes. Et les jeunes ne travaillent plus. C'est pourquoi aujourd'hui, ils tentent d'aller en Europe. Interrogés sur les dangers en haute mer pendant le voyage incertain, les pêcheurs minimisent les risques. Les gens qui tentent d'aller en Europe sont souvent de vrais pêcheurs. Ils peuvent conduire leur embarcation sans problème. Les jeunes qui sont au pays sont surtout influencés par leurs camarades qui se trouvent dans les pays européens, comme l'Espagne. Nos camarades qui sont en Europe nous font savoir que c'est mieux de travailler une semaine en Europe que de travailler 4 mois au Sénégal. Cela veut dire que nous vivons difficilement ici. C'est juste pour ces raisons que les gens veulent quitter.
4 mois en Afrique. Parce que L'immigration clandestine fait courir aujourd'hui beaucoup de jeunes. Les interventions des forces de l'ordre ne découragent pas les jeunes candidats. Hier à Saint-Louis, 35 personnes ont été arrêtées dans le village de Mouïd-Gandiol par les gendarmes. C'est une l'immigration clandestine par voie maritime qui repart de plus belle. Faut-il y voir un lien avec la fermeture des frontières terrestres? Oui, selon le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Moïse Sarr dénonce en revanche l'attitude criminelle selon lui des passeurs. On a noté cette reprise. Maintenant, il faut voir le pourquoi. Le pourquoi, quand on l'interroge de manière géopolitique, on a constaté que au niveau de ce qu'on appelle les corridors routiers traditionnels, à savoir l'axe Niamey-Tripoli, cet axe aujourd'hui, il est fermé ou bien il est devenu impraticable à cause de la fermeture des frontières terrestres dans l'espace CEDEAO. On a noté aussi que les gardes-côtes libyens, non seulement ils sont équipés, mais ils opèrent maintenant au large des côtes libyennes. Au niveau du Maroc, naturellement, on a noté également un durcissement de la réglementation contre les passeurs, parce que ce sont des criminels. Et en même temps aussi, la Méditerranée centrale, elle est aujourd'hui protégée. Donc, en face aussi, ça il faut le dire, on a vu qu'également, avec récemment ce qui s'est passé en Italie, cette régularisation de personnes en situation irrégulière dans le secteur agricole, certains penseurs ont commencé à développer un discours qui est un discours nocif et dangereux. C'est vrai que ceux qui arrivent, ceux qui parviennent à échapper, occupent le devant de la scène, mais à côté, il y a pas mal d'embarcations qui ont été arraisonnées avant même de quitter. Oui, l'autre aspect aussi, c'est vraiment continuer la promotion de l'emploi des jeunes. C'est effectivement mobiliser des ressources pour financer les projets de jeunes, surtout les projets qui sont innovants. Moïse Sarr était l'invité de la matinale de TFM. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'association des clients et sociétaires des institutions financières qui engagent le combat contre les banques. Elle dit constater des augmentations dans les services. Face à la presse, l'ACSIF menace d'organiser des manifestations devant la Banque centrale. Alassane Ba, Youssou Barou. Le constat de l'association des clients et sociétaires des institutions financières dans ce contexte de pandémie du Covid-19. Les banques et les institutions de microfinance ont décidé de manière unilatérale d'augmenter drastiquement les services. Notamment la carte GAP qui passe de 23 000 à plus de 40 000. Les attestations d'engagement et de non-engagement qui passent du simple au double. Les documents annexes au prêt qui devaient être gratuits aujourd'hui sont commercialisés aux usagers de banque. Ce qui relève de dérives, d'abus et d'arnaques bancaires. Des services qui ont presque doublé, l'ACSIF dénonce ce qu'elle qualifie de unilatéral. Pour le report des échéances de crédit, l'association parle d'arnaque. En réalité, il n'y a pas eu de report des échéances de crédit. Parce que le report devait se faire sur 3 mois renouvelables. Ni pénalité, ni frais. Mais ce à quoi nous avons assisté, c'est que les institutions bancaires ou de microfinance, pour certains, ont refusé de reporter, ou bien prétextant qu'il n'y a pas de formulaire, ou bien elles nous disent tout simplement qu'en lieu et place, elles peuvent nous faire un prêt Covid. Des cas de victimes de cybercriminels ont été notés ces derniers temps, souligne l'ACSIF, qui rappelle aux banques qu'elles ont la responsabilité de sécuriser leur système. Ils ont vu leur compte vidé par des pirates, par des cybercriminels. À leur insu, je dis que cela relève de la responsabilité de la banque de sécuriser son système, de sécuriser aussi les usagers. Nous demandons à ce qu'il y ait une assurance qui va prendre en charge ces questions-là et que les victimes de ces cybercriminels-là soient remis dans leurs droits. L'association des clients et sociétaires des institutions financières compte organiser des manifestations. Elle veut profiter de la venue du gouverneur de la Banque centrale durant la période d'inclusion financière pour dénoncer le fonctionnement des banques au Sénégal.
Merci Alassane. Plusieurs PME et PMI se trouvant au port autonome de Dakar sont menacés de faillite. L'annonce est faite par l'Union des entreprises du port. Selon elle, une redevance imposée par la direction du port allant de 700% à 1500% serait la cause. Une augmentation injuste et injustifiée selon l'association qui demande des négociations. Suivons Ousmane Faye avec Fatima Touré. Depuis 2018, précisément novembre 2018. Depuis novembre 2018, la direction du port impose à ces entreprises une augmentation unilatérale de la redevance à un taux insupportable et immoral allant de 700% à 1500%. C'est juste une manière de dire, à défaut de vous demander de quitter les lieux, je mets une condition qui vous oblige de sortir du domaine portuaire. Malgré cette attitude de la direction du port, ces entrepreneurs ont toujours cherché une solution à l'amiable, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leurs conseillers juridiques et par le médiateur de la République, avec une proposition d'un taux de 20%. La réponse du port est toujours intentionnelle, sans jamais donner de contre-proposition. La baisse 50% largement diffusée dans les médias est antérieure à notre prise de contact et reflète un jeu de dupes. Elle porte uniquement sur les terrains nus. Or, nos occupations représentent plus de 90% de bâtis, ce qui justifie que la baisse est insignifiante. Nous interpellons singulièrement le chef de l'État de par sa mission régalienne en espérant que ce problème a duré parce qu'il est mal informé. Nous nous tenons aussi à sa disposition pour toute information complémentaire. L'actualité, c'est aussi cette sortie malencontreuse d'un député de l'APR à propos du supposé troisième mandat du président Macky Sall. Cette prise de position est dangereuse et déplacée selon plusieurs membres de la société civile. Une plainte a même été déposée auprès du procureur de la République. Les faits avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Ce sont des propos d'un parlementaire qui ont provoqué beaucoup de réactions. Ce sont des propos dangereux dans la mesure où il en appelle à une résistance violente contre ceux qui seront amenés à contester un éventuel troisième mandat du président en exercice. Ce partisan du mouvement Frappe France Dégage condamne également. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République. Mais depuis, on n'a pas entendu le procureur piper mot sur ce qu'on appelle ces déclarations incendiaires. C'est pourquoi nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi par une lettre de dénonciation et nous visons des articles dans le code pénal qui punit ces infractions. À l'occurrence, l'article 248, 249, 250 et 252 du Code de procédure pénale. Je pense que dans une démocratie, les arguments à faire valoir, ce sont d'abord les idées. Et en cas de nécessité, s'adresser à la justice. Nos interlocuteurs condamnent la sortie du parlementaire. Certains vont même jusqu'à demander la levée de son immunité parlementaire. Merci Aminata. Et puis à Tivaouane, le CM Serigne Babacar Sy est dans un état de délabrement très avancé. Des salles de classe et bâtiments menacent ruine. Des anciens élèves de cet établissement scolaire, la génération 80, se mobilise pour leur amal mater. Voyons tout cela avec Cheranta Diop et Seylatir. Babacar Sy de Tivaouane, cet établissement scolaire a 54 ans d'âge. Des salles de classe vétustes, des bâtiments qui menacent ruine. C'est à la fois dangereux et désespérant pour les élèves. Des anciens de l'établissement se sont regroupés comme un seul homme pour venir en appui à l'administration. Conscients du rôle que nous avons à jouer dans le développement de notre pays, nous nous sommes dit qu'il nous faut participer concrètement à l'amélioration des conditions de travail de l'administration et d'études de ses élèves. C'est pourquoi nous avons eu tout ce matériel-là. La rénovation intégrale du CEM Serigne Babacar Sy de Tivaouane est l'objectif final. Tout un appel est ainsi lancé à l'endroit des Tivaouanois et bonne volonté pour la concrétisation de ces actions. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes ces générations qui sont passées dans cet établissement pour se joindre à nous ou bien essayer de faire comme nous, sinon plus, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous arrêter à cet acte-là. Nous allons aussi essayer de rénover le CM, peut-être
créant d'autres bâtiments au sein de cet établissement ou bien en démolissant au niveau des autres bâtiments. Plus tard, nous allons acheter des tables-bancs pour le CM et nous allons ensemble aussi rénover cet établissement, Inch'Allah. Une perspective qu'espèrent de tout cœur les parents d'élèves et enseignants pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions d'études. Chez Ranta à Saint-Louis, plusieurs écoles également ne supportent plus le poids des années. Le maire Mansour Faye a annoncé la réhabilitation de 5 écoles pour un coût global d'1 demi-milliard de francs CFA. Mansour Faye avec notre équipe à Saint-Louis. Nous avons tous constaté aussi qu'au niveau de Saint-Louis, beaucoup d'établissements sont en état donc de délabrement très avancé. Et dans cette dynamique, avec le PACASEN, nous allons reconstruire pour un budget de 500 millions de francs CFA 5 écoles primaires. L'école Charles-Nian, l'école Charles-Le-Gros, Gokhoumbak 1, Fandjiri Kone, Soukoyne Konaré. Je pense que ce sont les 5 établissements qui seront concernés donc pour en tout cas absorber le budget de 500 millions octroyé par M. le Président de la République, qui va, à travers le PACASEN, qui va nous permettre en tout cas de mettre à niveau ces écoles. Il en restera d'autres. Parce que Saint-Louis, quand même, je le rappelle souvent, c'est une ville d'éducation, c'est la première école primaire. Et il y a beaucoup d'écoles primaires, je pense un peu moins d'une trentaine, publiques, donc qui nécessitent en tout cas soit de réhabilitation, soit de la reconstruction. Et dans cette même dynamique, nous avons en tout cas reçu l'assurance d'un mécène qui va réhabiliter l'école Khayarmeng et les travaux vont démarrer incessamment. Alors maintenant à Mbour, immersion de 15 000 pots à poulpe dans le département de Mbour. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime estime qu'en 2019, l'économie maritime, la vente de poulpe dans la région de Thiès est évaluée à 10 milliards de francs CFA. Alioune Ndoye invite les acteurs de la pêche à s'unir pour relever les défis du secteur. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gaye. Immersion de 15 000 pots à poulpe dans le département de Mbour. L'objectif est de contribuer à la gestion durable du poulpe par la création d'abris biodégradables. En 2016, la valeur estimée de la première vente pour le poulpe dans la région de Thiès était de plus de 5 milliards pour 3 200 tonnes. En 2019, ce chiffre pour la même espèce a doublé et représente plus de 10 milliards. Avec un poids de 4 168 tonnes. Ces résultats palpables réconfortent les autorités étatiques à appuyer les organisations professionnelles fortement impliquées dans le cadre de la cogestion pour la mise en œuvre de telles initiatives ayant un impact réel dans la conservation des ressources halieutiques. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime interpelle les acteurs sur la situation difficile que traversent certaines pêcheries. Il y a lieu de faire preuve d'imagination et d'audace dans les réformes que nous sommes en train de conduire. J'en appelle donc à l'implication de tous pour qu'ensemble nous puissions inverser les tendances négatives. J'invite par conséquent l'ensemble des acteurs de Saint-Louis au Cap-Skirring dans une dynamique réelle de partenariat responsable avec l'administration des pêches. Cette cérémonie d'immersion des pots à poulpe était aussi une occasion pour octroyer des moteurs et gilets de sauvetage à des pêcheurs. Alioune Ndoye ajoute que le budget 2020-2021 prendra aussi en compte ces genres d'actions. Merci Abdourahmane. Alors maintenant à Fatick avec un programme triennal de 400 millions de francs CFA déroulé par la Caritas Dakar qui va permettre de bonnes productions agricoles cette année dans le département de Fatick. Plusieurs groupements de femmes ont été encadrés dans les communes de Diarer et de Diouroup. Une visite de champ pour évaluer le travail des bénéficiaires a été initié par Caritas en compagnie de quelques prêtres de l'archidiocèse de Dakar. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Beaucoup de riz sont attendus cette année dans les communes de Diarer et de Diouroup. Ces localités font partie des zones d'intervention de la Caritas qui encadre depuis près de 10 ans des groupements de femmes qui s'activent dans la riziculture. Au total, nous encadrons 35 groupements de femmes. Et pour la riziculture, il y a au moins 1600 femmes qui évoluent dans la riziculture. Mais cette année, quand même, on aura des récoltes records parce que vraiment, la pluie est au rendez-vous. Les rizières sont belles et puis il y a beaucoup de superficie. Bon, les femmes qui allaient acheter du riz à la boutique, mais si elles ont du riz, elles vont utiliser cet argent-là. Plusieurs prêtres de l'archidiocèse de Dakar ont visité ces champs de riz aménagés avec l'appui de la Caritas. Le résultat sur le terrain est satisfaisant.
c'est que nous sommes pleins d'espoir pour l'avenir. Il a été important pour l'archevêque de Dakar que la Caritas dispose de tous les moyens pour accomplir sa mission. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aboutissement de décennies d'efforts. Ces actions entrent dans le cadre d'un programme de 3 ans qui va intervenir dans près de 9 communes du département de Fatick. L'objectif est d'accompagner les populations diminuées pour une autosuffisance alimentaire. Dans notre programme triennal 2020-2022, nous touchons 9 communes dans les arrondissements de Tataguine, de Niakhar, de Fimela. Ça touche à peu près 225 000 personnes. Et c'est un gros programme qui fait à peu près 400 millions. Le programme va toucher le domaine de l'agriculture, tout ce qui est donc le maraîchage, et tout ce qui est aussi environnement. Pour étendre ces activités agricoles, l'ONG caritative a besoin de beaucoup plus de terres. Parce que si c'est discuté en amont et qu'on puisse délibérer les terres avant même que les femmes démarrent les activités, et identifier les terres dans les villages concernés et essayer d'avoir le dialogue avec les propriétaires et pour délibérer. Des champs de mil et de maïs sont aussi cultivés cette année dans le département de Fatick grâce à un accompagnement de l'archidiocèse de Dakar. Merci Aminata. En sport, au football, parlons du match Sénégal-Mauritanie qui aura lieu demain à Thiès. Les leçons de la défaite contre le Maroc ont été tirées selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Selon Sayersek, il faudra gagner le match contre la Mauritanie pour refaire le plein de confiance. Tout à fait, comme tous les matchs que le Sénégal joue, ou en tout cas se prépare à jouer, l'équipe du Sénégal ne sort jamais dans une compétition pour jouer petit bras ou pour dire on ne va pas perdre lourdement. Donc le match en plus à domicile de l'équipe du Sénégal, effectivement on se prépare pour bien jouer ce match et espérer effectivement le gagner. Malgré l'ensemble des absences dont vous connaissez l'étendue, mais je pense qu'il y a suffisamment de joueurs et de qualité dans cette équipe pour qu'on puisse avoir l'ambition de gagner le match que nous préparons pour demain. Oui, tout à fait. Après la rencontre au Maroc, évidemment nous nous sommes retrouvés, avons échangé de manière à réarmer psychologiquement les joueurs et l'équipe, mais pour vous dire la vérité, nous n'avons pas eu à faire beaucoup d'efforts. Les joueurs eux-mêmes avaient fait le bilan effectivement du match contre le Maroc et avaient effectivement décidé de se projeter de manière très positive et très décidée dans la préparation du match contre la Mauritanie. Et à l'exception du milieu de terrain Sidi Sarr, le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, va avoir à sa disposition tout son effectif. Une annonce du médecin des Lions, Dr Abdourahmane Fedior, qui révèle que Sidi Sarr souffre d'une entorse. Suivons-le avec Chersa Diboudjara. Entorse, la cheville droite. Pour le match prochain, il ne pourra pas réellement participer à ce match. En fait, pour les autres joueurs, que ce soit Crépin Diatta, que ce soit Gana Gueye ou Joseph Lopi, c'est des contusions sur coup, avec un discret hématome localisé. Ce qui veut dire ? C'est-à-dire qu'ils ont reçu un coup, par exemple, Gana a reçu un coup au niveau de la jambe. Joseph Lopi a reçu aussi un coup lors d'un contact avec le gardien adverse au niveau du dos. Et Crépin aussi. Mais pour eux, leur état n'est pas très grave de toute façon. J'espère bien qu'ils pourront participer au prochain match. Sénégal-Mauritanie, c'est ce mardi à 19h à Thiès, la 12e confrontation entre les deux équipes nationales A, avec un net avantage, je le disais, pour les Lions du Sénégal, vainqueurs à 8 reprises. Une rencontre entre pays voisins à fort enjeu cette fois-ci. Les enjeux justement de ce match avec Chersa Diboudjara. Le match Sénégal-Mauritanie de ce 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès. Une opposition entre un grand d'Afrique et un football en plein essor. Le Sénégal, finaliste de la dernière CAN et première nation africaine au classement FIFA, surclassé à Rabat 3-1 par le Maroc, va tenter de relever la tête face à la Mauritanie, 22e au classement FIFA Zone Afrique. Ce pays qui vient de battre la Sierra Leone 2-1 sort d'une participation à la CAN 2019. Ce derby à l'accent polarophone, surtout du côté des Mourabitoun, vaudra le détour une fois n'est pas coutume. Par le passé, l'avantage tourne fortement du côté des Lions. En 11 confrontations, le Sénégal est victorieux 8 fois, en plus de 3 matchs nuls.
Toutefois, la Mauritanie, avec un effectif dont beaucoup de joueurs comme le capitaine Abdoulba évoluent dans les championnats européens, est désormais parée pour tenir tête au Sénégal. Les Mourabitoun coachés par l'ancien international français Corentin Martins peuvent même espérer créer la surprise face à des Lions privés d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mané, entre autres. Aliou Cissé s'est forcé de faire des expérimentations et lui tenu de trouver la bonne formule pour sauvegarder la suprématie du Sénégal. Une deuxième défaite dans cette fenêtre des matchs amicaux de ce mois d'octobre peut en tout cas saper le moral des Lions avant la double confrontation face à la Guinée-Bissau en qualification à la CAN 2021 au mois de novembre prochain. Merci, cher Sadibou. Et puis dans ce contexte, le groupe Kiren et la Fédération sénégalaise de football poursuivent leur partenariat. Ils ont paraphé ce matin à Diamniadio un nouveau contrat de 2 années supplémentaires avec l'arrivée du sponsor mondial Pepsi Cola. Voyons tout cela avec Ousseinou Cham et Ahmadou Bambassamb. Plusieurs années de compagnonnage, le groupe Kiren renouvelle son partenariat avec la Fédération sénégalaise de football. Le fournisseur de l'équipe nationale a signé avec la Fédération un nouveau contrat d'une durée de 2 ans. Voilà, c'est en fait une continuité dans nos accords. Il était important de le faire là, comme nous avons l'habitude de le signifier. Nous sommes dans un redémarrage d'activité, qu'elle soit économique ou sportive, après cette pandémie qui est toujours présente, bien sûr, mais nous avons à cœur de pouvoir relancer le sport. Au travers du football, nous le faisons fortement. Nous avons des échéances de matchs qui arrivent pour pouvoir bien sûr gagner, mais c'est surtout gagner la position que nous avons vis-à-vis du Covid. Une rencontre de fidélité selon le président de la Fédération sénégalaise de football qui se félicite de l'arrivée du nouveau produit Pepsi Cola, sponsor officiel de la prestigieuse Ligue des Champions. Ce renouvellement doit s'inscrire dans une logique de continuité d'un partenariat fort, puissant, profond qui lie le groupe Kiren au football sénégalais et plus particulièrement à Non-Lyon. Et après un compagnonnage qui s'inscrit sur plusieurs années déjà. Nous venons renouveler un contrat pour une durée de 2 ans qui mènera tous ensemble la Fédé et Kiren à la prochaine Coupe du Monde, nous espérons, au Qatar en fin 2022. Et entre-temps, certainement, une CAN, mais aussi toutes les compétitions que nous jouerons. Et aujourd'hui, la particularité de ce contrat-là aussi, c'est que Kiren fait entrer dans notre pays, dans notre football, l'une des firmes les plus importantes en termes de partenariat et de sponsoring dans le monde, c'est Pepsi Cola. Les deux parties s'engagent à poursuivre ce partenariat et même de l'ouvrir plus tard à la Ligue professionnelle de football, mais aussi au football féminin. Merci beaucoup, Seynou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans le soir d'info avec vous, Binta Diallo. C'est à vous. Merci, Chérif. Nous recevons Bouba